Blocage. Bonjour, je m'appelle Nelly, je suis animatrice éveil à la microcrèche La Cabane de Séraphin et je suis aussi animatrice parentalité et grand-parentalité au sein du centre social AJR. En ce moment, sur les activités du square, je vois que l'allaitement est de plus en plus présent sur les activités que j'anime car les mamans allaitent pendant l'activité. Cela nécessite beaucoup d'échanges, parfois je me trouve sans réponse. C'est pour cela que j'ai fait appel aujourd'hui à Isabelle Leclerc, qui est puéricultrice, consultante en lactation certifiée BN. Bonjour Isabelle. Bonjour Nelly. Eh bien, écoutez, je suis effectivement puéricultrice en PMI. Je suis consultante en lactation depuis 5 ans, certifiée BN, qui est on va dire une spécialité dans l'allaitement maternel, qui est l'allaitement instinctif, parce que toutes les mamans ont l'instinct, maternel, et qui est plus ou moins développé, et c'est important de faire confiance aux mamans dans l'allaitement maternel, que les professionnels et l'entourage fassent confiance en les mamans, parce que c'est elles qui sauront toujours le mieux ce qu'il faut pour leur bébé. Et surtout dans l'allaitement maternel, dans la mesure où les mamans se posent énormément de questions, l'entourage n'est pas très aidant parfois, et elles se retrouvent souvent en difficulté parce qu'elles ne se font pas confiance, on ne leur fait pas confiance, et surtout les professionnels de santé ne leur font pas confiance. Et en tout cas notre accompagnement, parce que c'est pas forcément un travail, c'est un accompagnement de toutes les personnes qui sont là pour soutenir les mamans et les papas, hein, parce que l'allaitement maternel, effectivement, c'est maman qui va donner le sein, mais le papa, en tout cas le conjoint, il a toute sa place dans cette aventure, hein, parce que je reprends le terme d'une maman que vous verrez plus tard dans un petit reportage, qui parle effectivement que c'est une aventure, et cette belle aventure, les parents ont besoin d'être accompagnés, et les parents ont besoin qu'on leur donne leur confiance et qu'ils puissent comme ça reprendre confiance en eux pour pouvoir se lancer pleinement dans cette belle aventure. Alors j'ai une autre question, c'est comment, on n'en a pas parlé, mais c'est de la douleur. Comment atténuer la douleur quand on a une montée de lait? Alors effectivement, les seins sont sensibles en période très mal d'allaitement. Et la façon dont le bébé s'accroche au sein est déjà aussi importante, hein, parce que les crevasses, elles arrivent lorsque le bébé se positionne mal. En tout cas, il s'accroche avec les gencives au niveau du mamelon. L'important, c'est aussi de vérifier la bouche du bébé, parce que quelquefois c'est un problème de frein buccaux, que ce soit le frein de langue ou le frein de lèvres, hein, et donc ça c'est important à vérifier chez le bébé, voir comment il positionne sa petite langue, aussi la sort en dehors de la bouche. Ensuite, effectivement, les seins sont quand même sensibles. Alors la sensibilité est très différente d'une femme à l'autre, mais c'est par moments douloureux, et ça peut être un frein à mettre bébé au sein, cette douleur. Alors il y a différents types de douleurs, et c'est important dans ces cas-là de regarder les seins, de se les toucher, de se les palper, parce que ça peut très bien être le fait que le sein n'a pas été complètement vidé et qu'il reste encore des collections de lait au niveau du sein qui peuvent être douloureuses. Dans ces cas-là, c'est faire des petits massages doucement, parce que c'est important d'être doux avec ses seins, faire des petits massages pour évacuer cette collection de lait et de remettre bébé au sein. Mais ça peut être quelquefois le début d'une mycose par exemple. Alors ça c'est très fréquent, hein, ne vous inquiétez pas, ça peut être très fréquent, c'est facilement de toute façon traitable, hein. Mais ça peut être aussi quelquefois lié à un problème vasculaire, hein, si vous avez quelquefois des soucis de froidure au niveau des extrémités, on va dire, vous pouvez être sujet à ce qu'on appelle le vasospasme, hein, c'est-à-dire que pendant la tétée, le bébé va téter, puis une fois que le bébé se détache du sein, c'est une douleur mais très importante, tout ça parce que le mamelon a tellement été sollicité et pincé qu'il va devenir blanc, puis après le temps de se recolorer, c'est ça qui est très douloureux. C'est lorsque on met par exemple des boucles d'oreilles clip, on les met et puis ça nous fait mal, donc on va les retirer, mais quand on les retire finalement on a quasiment plus mal que quand on les avait sur les lobes d'oreilles. Et c'est la même chose, et ça c'est un problème de vasospasme. Donc la douleur des seins, c'est important en tout cas de prendre note qu'il y a plusieurs types de douleurs, et à chaque douleur on apporte une solution. Mais l'important c'est justement de pouvoir être doux avec ses seins, en tout cas de se toucher les seins pour voir comment est le sein.
Et de demander, on peut toujours demander de l'aide à voilà, à une personne de l'entourage, le papa qui puisse quelquefois être soutenant ou en l'occurrence un professionnel de santé ou une consultante en lactation. Alors j'en ai une autre de question. Comment faire pour allaiter devant un autre enfant sans qu'il se sente exclu? Alors effectivement, c'est vrai que quand on a un premier enfant, on se consacre entièrement à son bébé, hein, on prend le temps avec son premier bébé. Et puis quand arrive le second, déjà on se pose des questions en tant que maman, est-ce qu'on va l'aimer autant que le premier? Et il faut s'adapter. Alors c'est vrai qu'en fonction de l'âge de l'aîné, ça va pas forcément être la même adaptation. Les enfants réagissent d'une façon différente les uns des autres parce qu'il peut y avoir de la jalousie. Donc l'important c'est pendant la grossesse que l'aîné soit, on va dire, associé en tout cas à l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur, qui participe donc avec préparation de la chambre ou d'autres choses pour qu'ils se sentent vraiment inclus. Généralement, à la naissance, quand effectivement l'enfant paraît, voilà, c'est de pouvoir, qu'il puisse accompagner en tout cas papa lorsqu'il va venir voir maman à la maternité. Effectivement, en ce moment, c'est un peu compliqué avec les mesures sanitaires. Ceci dit, en général, effectivement, c'est important que l'enfant puisse être associé dès la naissance à l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur. De le positionner effectivement en tant que grand frère ou grande sœur, mais ne pas lui donner d'emblée des grandes responsabilités en disant toi t'es grand, moi il faut que je m'occupe du bébé, hein, parce que là, quel que soit son âge, il va se sentir exclu. Donc le faire participer aux soins du bébé en fonction effectivement de l'âge de l'aîné, mais quelquefois quand les naissances sont rapprochées, c'est pas toujours évident parce que quand l'enfant n'a pas encore 2 ans, peut-être qu'il tète encore et qu'il a dû arrêter ou qu'il a arrêté parce qu'effectivement, si tu étais pendant que maman était enceinte, le lait maternel change de goût, hein, puisqu'il est beaucoup plus salé, puis il y a des enfants qui vont continuer. Parce que ce n'est pas forcément parce que le bébé le grand va téter pendant la grossesse du second que forcément ça va provoquer des fausses couches. Ça, il y a eu comme ça des questionnements. Hein. Mais effectivement, quand le bébé va paraître et que le grand tété encore de temps en temps, ça va être priorité quand même au tout petit. Hein. Les tétés, c'est priorité tout petit. Mais ça n'empêche pas, si la maman le souhaite et voilà, que le papa est aussi accompagnant, c'est de pouvoir encore proposer au grand de téter parfois, hein, et d'être avec maman, et avec bébé. Après, effectivement, c'est privilégier quand même des moments avec le tout petit, ce que la maman a pu faire avec l'aîné, hein, et puis de privilégier des moments avec l'aîné et de confier le bébé ou au papa ou à un tiers de confiance pendant qu'on est exclusivement avec l'aîné. Alors après, ce qui n'est pas évident, c'est que quand c'est un troisième ou un quatrième, effectivement pour la maman c'est un challenge, hein, parce qu'il faut être sur tous les fronts, ce qui n'est pas toujours évident, donc c'est important du soutien familial ou amical, hein, parce que chaque enfant a besoin d'avoir un temps spécial avec sa maman. Et j'ai une question aussi d'une maman qui dit, est-ce qu'on peut allaiter quand on est des jumeaux? Oui, tout à fait. C'est possible. Tout à fait. L'allaitement des jumeaux est tout à fait possible. C'est une question, on va dire, d'organisation et aussi de soutien. Hein, parce que effectivement, ça peut se révéler très vite fatigant. Hein, fatigant, mais le corps humain a la capacité de produire en tout cas assez de lait pour les 2 enfants. Hein, pour les 2 enfants. Mais après, tout est question effectivement d'organisation ou de mettre les bébés au sein ou de faire des tire-allaitements. On peut les mettre au sein tous les 2 en même temps. On peut les mettre l'un successivement, l'un après l'autre et puis changer après. Donc, mais tout est question effectivement d'adaptabilité. Et là, dans ces cas-là, généralement, c'est vrai que les mamans qui souhaitent mettre en place un allaitement quand c'est une naissance multiple, alors jumeaux c'est possible, triplé c'est extrêmement fatigant et ça sera limité, hein, dans le temps parce qu'il faut énormément de... en tout cas, les besoins pour le bébé seront pas tous satisfaits.
hein. Mais en tout cas, la maman, elle peut allaiter et c'est l'occasion justement de demander l'accompagnement d'un professionnel de santé ou d'une consultante. Voilà. J'ai une autre question, est-ce que les seins s'affaissent? Est-ce que c'est la cause, l'allaitement affaisse les seins ou pas Alors effectivement, les mamans ne souhaitent pas allaiter parce qu'elles pensent que si elles allaitent, leurs seins vont tomber. C'est ça. Hein. Mais il faut savoir que les seins sont composés à 65% de graisse. Donc c'est pas un muscle le sein. Le muscle, il se trouve derrière. Hein, le grand pectoral se trouve derrière. Et puis, pendant la grossesse, il y a énormément de tissus glandulaires. Donc ce sont les canaux qui vont se développer pour pouvoir accueillir justement le lait, en tout cas. Et quand la maman décide de ne pas allaiter, ce petit réseau, cette ramification va disparaître. On va dire, en tout cas, va se réduire. Va se réduire. Mais en majorité, de toute façon, les seins vont forcément, dans tous les cas, même si la maman n'allaite pas, forcément, le sein s'est préparé pendant la grossesse à accueillir la lactation, en tout cas. Et puis la maman ne souhaite pas allaiter, et forcément, comme c'est pas stimulé, le réseau glandulaire va diminuer. Ça veut dire que, voilà, les seins vont redevenir comme avant, mais au fur et à mesure du temps qui passe, pour toutes les femmes, forcément, les seins vont on va dire s'affaisser. Après, tout à fait. Après, ça dépend aussi de la taille et du volume des seins de chaque femme. Donc, les femmes qui ont des seins de plus petite taille vont avoir moins de risques à ce que... en tout cas, ça va s'affaisser, on va mettre plus longtemps, on va dire, que les mamans qui ont une poitrine plus généreuse. Ensuite, la dernière question. Qui appelait pour nous aider en cas de souci? Alors, dans tous les cas, les professionnels de santé sont formés, c'est-à-dire que vous pouvez faire appel à votre médecin, la sage-femme, la puéricultrice. Généralement, les puéricultrices et sages-femmes ont beaucoup plus d'expérience, en tout cas, que les médecins, souvent les médecins traitants, qui au cours de leurs études, ont eu peu affaire à l'allaitement maternel, ne se forment quasiment jamais. Et parmi les professionnels, donc les sages-femmes et les puéricultrices, dans certaines comme moi, sont consultantes en lactation, donc une formation spécifique avec un diplôme spécifique. Et dans ce diplôme aussi, on peut faire des certifications comme j'en parlais, l'ABN, Biological Nurturing, qui est l'allaitement instinctif. Et donc tout ça concure à pouvoir vous offrir un accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions précises, parce que voilà, quelquefois on peut aussi être confronté à des situations qu'on ne connaît pas, mais on oriente. Et on ne va jamais laisser une maman sans réponse à sa problématique. On va toujours essayer de trouver une solution, en tout cas d'orienter la maman vers un professionnel qui va pouvoir apporter une réponse. Voilà, donc sinon, on fait, par exemple, sur le secteur de Cambrai, nous sommes 2 consultants en lactation avec Madame Brouillard, qui est sage-femme, et nous faisons des réunions de soutien à l'allaitement maternel 2 fois par mois à Cambrai, au centre social du centre-ville. Voilà. Et ça permet aux mamans qui veulent venir, des mamans qui se posent des questions sur l'allaitement, qui sont des futures mamans, ou des mamans qui allaitent, ou des mamans qui ont allaité, qui ont envie de faire partager leur expérience avec les autres mamans. Parce que ce qui est important, c'est le partage entre les mamans. Ce ne sont pas les professionnels qui vont dire comment faire et que ça va être comme ça, comme ci, comme ça. Chaque expérience est différente, que ce soit pour un premier, pour d'autres, par rapport au premier temps, par rapport à l'allaitement long, par rapport au sevrage, par rapport à la reprise du travail. Et ce sont les mamans qui vont se soutenir. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'elles se donnent des petits conseils, des petites astuces. Elles échangent entre elles. Elles échangent entre elles, tout à fait. Et nous, on va dire qu'on est là plus en tant que fil rouge. S'il y a vraiment des choses spécifiques, ou par exemple, quelquefois, pour montrer du matériel comme un tire électrique, il y a des mamans qui n'ont jamais vu un tire électrique en route, avec double pompage, ce qui peut être impressionnant. On se demande comment ça peut se passer, quel effet ça peut avoir, et est-ce qu'on va être capable de le faire, et puis oh là là, non, mon Dieu, c'est rébarbatif, ça va faire mal, et voilà, et puis ça permet d'avoir des échanges constructifs. Alors, on va accueillir Nadège qui est maman de 6 enfants, oui. Et qui a fait le choix de ne pas allaiter ses enfants. Bonjour Nadège. Alors, dis-nous tout, Nadège. Pourquoi ce choix? Est-ce que tu avais ce choix avant en étant enceinte ou c'était... Vas-y.
Parce qu'au premier, ben, j'étais encore à l'école. Au Tu deuxième... avais quel âge? 19 ans. Tu avais 19 ans quand tu as eu ton premier Ouais. enfant. C'était un choix. Ouais. Puis D'accord. comme j'allais encore à l'école, donc ça a été un peu compliqué. Et puis voilà, le choix était fait. Le deuxième, ben, je travaillais, donc j'allais pas arrêter de travailler. Et tu ne Et pouvais pas puis, mettre en place non. l'allaitement, le travail, c'était compliqué. Ouais, voilà, La donc... pudeur, ouais. Puis moi, je suis très pudique, donc Très pudique. D'accord. pas moyen. Et bah, puis après, bah, au suivant, pareil, je dis, bah, on continue parce que je continue à travailler. Et comme je faisais pas assez d'heures, donc pas de congé maternité ni rien, donc je dis bah. Et donc, vous n'avez pas eu d'écoulement de lait, en tout cas, pendant vos grossesses? Non, Non. Et même à la naissance des bébés, est-ce Non qu'on plus. vous a donné un traitement pour arrêter la lactation? Oui. Alors, à chaque naissance? à part la petite dernière. Voilà. Hein, parce qu'effectivement, maintenant, alors avant, on donnait un médicament qui était à base d'ergot de seigle. Donc, il donnait beaucoup d'effets indésirables. C'est-à-dire que les mamans ne se sentaient pas bien. Or, physiologiquement, si on n'allaite pas, alors effectivement, le sein pendant la grossesse va se préparer hein, à sa fonction nourricière. Mais si on n'allaite pas, si on ne stimule pas le sein, forcément, comme moi je disais précédemment, le réseau va pas disparaître, mais en tout cas diminuer. Hein. Donc il n'y aura plus d'écoulement de sein. Alors effectivement, avant, on donnait systématiquement un médicament pour couper ce qu'on appelait la montée de lait. Ouais. Ça donnait des effets indésirables. Quelquefois, est-ce que vous l'avez bien supporté, les traitements ou... Oui, après, mon avant-dernière, en fait, c'était à base de plantes que j'avais eu. Et D'accord. ça passait beaucoup mieux. C'était mieux. C'était Voilà. mieux. Mais effectivement, ça peut donner. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, le fait de ne rien donner, mais d'accompagner les mamans qui ne souhaitent pas allaiter, justement, à être confortables, hein, parce que c'est vrai que ça fait mal Ça des fait montées mal. de lait, même si le bébé ne tète pas, physiologiquement, voilà. Ça fait D'une mal. femme à l'autre, voilà, ça fait Ça dure mal. Et longtemps? il faudrait pas. Ça Alors, dure c'est longtemps, ça généralement, la montée de lait elle se fait, on va dire, au bout du 3e jour. Hein. Donc, Troisième jour, et les médicaments donc, peuvent arrêter pendant rapidement. 2 jours, ce qu'il y a, c'est que dès le départ, on donnait un médicament. Pour les mamans qui avaient décidé de ne pas arrêter, il y a 30 ans, on bandait les seins. Même encore il y a 20 ans. On bandait les seins. C'était une torture, c'était presque un acte de barbarie parce que ça pouvait permettre, engendrer des mastites, voire des abcès. Hein. Donc là, on conseille aux mamans de se masser tout doucement les seins. Hein. Effectivement, les mamans peuvent prendre du paracétamol parce que c'est compatible, en tout cas il n'y a aucun souci, plutôt que de l'aspirine parce que ça fait saigner, hein, et quand on vient d'accoucher, voilà, c'est pas recommandé, mais ça arrive que les gynécos ou les sages-femmes puissent quelquefois en prescrire. Mais voilà, tout est fait pour que la maman qui ne souhaite pas allaiter puisse être confortable au niveau des seins sans risquer d'avoir une mastine, un engorgement. Hein, et que ce soit pas douloureux. Vous, c'est un choix délibéré de ne pas allaiter. Les mamans qui auraient voulu allaiter puis finalement bébé n'est peut-être pas bien ou finalement ça va être une épreuve un peu moins difficile, hein, parce que quand la maman souhaite allaiter qu'elle ne peut pas le faire, c'est difficile, hein, c'est difficile parce qu'elle va le vivre comme un échec. Hein. Donc surtout qu'en plus quand ça fait mal, s'il y a un risque d'engorgement, c'est plus compliqué à vivre. Hein, c'est plus compliqué. Et donc c'est pour ça que maintenant on accompagne plus les mamans avec des choses plus naturelles, des plantes, de l'homéopathie. Hein. Les mêmes choses, l'homéopathie, ça peut convenir comme ça ne peut pas convenir. Bien convenu, Mais l'important c'est d'être bienveillant avec ses seins, en tout cas. Que ça fasse pas trop mal. Et votre bébé, quand vous l'aviez dans les bras, instinctivement, il ne tournait pas la tête vers le sein ou... Non. En tout cas, ça ne vous a pas marqué? Non. Non, parce que je me souviens encore, c'est ma petite dernière, elle était beaucoup peau à peau. C'est même encore maintenant qu'il va avoir 4 ans, et beaucoup tactile, toujours en train de toucher ma peau. Voilà, et ça c'est important. Ça. Voilà, et bien ça c'est important aussi parce qu'effectivement, ces échanges cutanés, c'est aussi bien les échanges des bonnes bactéries, hein, parce que papa maman vont coloniser le bébé qui va être tout stérile quand il naît, hein, plus ou moins. Et donc, mais c'est le fait de porter son bébé, et donc on pourrait un jour parler du portage, parce qu'effectivement, la maman qui ne souhaite pas allaiter, mais qui va donner le biberon, mais qui l'a souvent à bras, et effectivement, ça va développer cette relation aussi qui, effectivement, pourrait même être fusionnelle parfois, alors que le bébé n'a pas été allaité. Très fusionnelle.
Parce que même là, on va être dans le fauteuil en train de regarder la télé, elle va faire ça sur ma peau. Faut toujours qu'elle est en contact avec ma peau en fait. Toujours. Elle a besoin. Elle en a besoin donc je la laisse faire. Plus vous que papa. Oui. Ah oui, plus moi. Parce que papa donnait les biberons, ça a été un En facile ou fait, non ça a été facile très compliqué. Quand j'ai accouché, en fait, le papa, elle voulait pas que le papa lui donne le biberon. Mais vraiment pas. Elle a attendu que papa reprenne le travail pour que papa puisse lui donner le biberon. Autrement, elle ne voulait pas. En fait, elle faisait un blocage quand papa voulait lui donner. D'accord, donc... En fait, je prenais le relais et puis, hop, elle buvait sans aucun problème. Mais avec le papa, elle voulait pas. Pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi. Et une fois que le papa a repris le travail, hop, d'instinct, c'était, papa, t'es là, tu me donnes le biberon. Elle voulait que ça soit papa qui lui donnait le biberon. Alors que quand il était là tout le temps, c'était... Non. Voilà. Ou alors c'est quand il était petit, c'est jusqu'à quel âge c'était tout petit alors? Ah ouais, non, à la naissance. En tout cas, vous aviez remarqué qu'elle le prenait mieux avec vous qu'avec le papa. Ah même le papa, il l'avait ressenti aussi. Il fait, même la nuit, il dit je vais t'aider, je vais te soulager, parce que comme j'ai eu un problème de santé, il me fait je vais te soulager un peu, mais même la nuit, non, elle ne voulait pas. Elle lui hurlait encore plus parce que c'était papa qui voulait lui donner le biberon. Donc ma maman se levait pour lui donner le biberon. D'accord. La place des mamans. C'est important, hein. C'est la place des important. mamans. Même encore maintenant, c'est Ce ressenti, La place des contact, papas, la place voilà. des mamans. Ouais, même encore maintenant, c'est Donc pas maman. toujours évident de trouver sa place, même quand C'est ça. la maman Même n'allait quand pas elle- finalement. Même avec le biberon, le papa voilà. ne trouve pas C'est ça. forcément Ah, sa ouais, place. Voilà. non, mais là, elle voulait vraiment pas, quoi. C'était... On s'aperçoit qu'effectivement la place du papa n'est pas facile, même quand il n'y a pas d'allaitement, C'est ça. c'est pas facile. Que ce soit un biberon ou le sein, C'est pas la place facile. du papa est difficile. Et vous trouvez qu'au niveau des, on va dire, des petites maladies que l'enfant a, ils ont été souvent malades, peu malades, Non, jamais malades? jamais. Jamais. Tous. En pleine forme. En hein. pleine quelque part, forme. oui. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de regret de ne pas avoir allaité. Oui, parce que voilà. pour vous, vous vous Je dites sais de toute que- façon, ils sont pas... Bah oui. Ils étaient toujours en pleine forme. Voilà, alors effectivement, après quand on dit oui, l'allaitement va protéger parce qu'il y a les anticorps, hein, et quand Ils les produisent enfants pas vont faire le- des otites ou d'autres pathologies, on considère que s'ils n'avaient pas été allaités, ils l'auraient fait de façon beaucoup plus importante. C'est ça. Hein, Mais effectivement, il peut y avoir des enfants Qui se voilà, portent bien. qui se sans portent avoir bien été sans avoir allaités. été allaités. Et puis d'autres enfants, ils vont faire des otites à répétition alors qu'ils sont allaités. Hein, voilà, mais effectivement, le lait maternel a des qualités Oui. qu'on retrouvera jamais dans le lait. Même si on dit on va copier le lait maternel, les anticorps, Ils sont je pas. pense que les anticorps Ils y sont pas. maternels, voilà, ou alors il faudrait qu'ils clonent du lait maternel. Il y a eu des essais hein, de clonage de lait maternel. Hein, mais pour l'instant, ce n'est pas performant. Je te remercie beaucoup, Donc, Nadège, voilà. pour ce Bien. témoignage d'une maman de 6 enfants qui n'aime pas allaiter et que c'était ton choix. Oui. C'est très bien. Peut-être au 7e. Peut-être. Alors l'importance, je pense que là-dedans, c'est de se faire confiance. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, Alice. L'important, c'est de se faire confiance, que les professionnels, en tout cas, fassent confiance aux mamans et les accompagnent hein, dans cet instinct, parce que toutes les mamans ont un instinct et c'est important, justement, qu'elles puissent trouver dans l'entourage, que ce soit professionnel ou non, des gens qui vont faire confiance dans leurs observations, parce que c'est les mamans qui vont savoir le mieux observer leur bébé et à partir de leurs observations, adapter leurs réponses. Et donc, c'est important, effectivement, Nelly, de faire confiance aux mamans et de les accompagner justement dans cette expérience de maman, qu'elles allaitent ou pas, hein, comme on a C'est dit ça, avec Nadège, comme on a vu mais avec en tout Nadège. cas qu'elles se fassent confiance, qu'on leur fasse confiance, surtout, c'est important. Merci Isabelle d'avoir répondu à toutes les questions que les mamans se posent. On mettra vos coordonnées. Mhm, oui, tout à fait. Bah, moi, Elles je vous pourront remercie vous Nelly de contacter. m'avoir invitée, mais tout à fait. Et si les mamans souhaitent me contacter, que ce soit par téléphone ou par mail, il n'y a aucun souci. Parce que je pense qu'elles ont encore peut-être pas mal de questions encore. Tout à fait. Et je peux me rendre même à domicile parce que parfois pour se déplacer avec un nourrisson et en plus avec le temps qu'il fait et en période de confinement, qui est pas évident, en ce nous moment. pouvons nous déplacer, nous respectons les mesures effectivement sanitaires, nous avons des protocoles, mais il n'y a aucun souci parce que le fait d'être avec la maman et puis en plus dans son environnement, ça peut
aussi être un peu plus aidant et plus sécurisant intime pour la et maman, plus, plus intime. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en prie. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir.